Si vous appréciez les romans de John le Carré, l'histoire que je vais vous raconter à présent devrait pouvoir vous intéresser. Jugeons plutôt. Un Premier ministre assassiné. Le cadavre d'un séducteur suédois porteur d'une fausse carte du FBI retrouvé nu et enseveli sous la neige quelque part en Caroline du Nord. Une vieille dame exécutée à bout portant dans sa cuisine. Policiers et agents des services secrets de deux pays sont mobilisés pour tenter de dénouer les fils de cette incroyable énigme. Un matin de janvier 1994, un géomètre se rend dans les Blue Ridge Mountains, en Caroline du Nord. C'est un travail difficile et plutôt astreignant. Mais ce jour-là, il ne veut pas seulement avoir affaire à la topographie des lieux. Il découvre en effet le cadavre d'un homme, dans la neige. La victime était entièrement nue et elle avait été tuée de 2 balles, une dans la nuque et une dans la tête. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une exécution perpétrée par un professionnel. Quand on dénude une victime sur une scène de crime, c'est principalement pour se débarrasser des preuves éventuelles. Mais le tueur a tout de même laissé un indice. À quelques mètres du corps, les enquêteurs trouvent un morceau de chatterton noir de 40 cm. Il y avait un trou dessus qui pouvait correspondre à un impact de balle, mais aussi des gouttes rouges qui étaient en fait du sang et des cheveux humains. Selon toute vraisemblance, la victime a été bâillonnée avec ce ruban adhésif. Il y a son sang et ses cheveux dessus. Les enquêteurs vérifient le fichier des personnes disparues et ne tardent pas à l'identifier. Il s'agit de Victor Gunnarsson, 40 ans, un ressortissant suédois qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années. Gunnarsson est bien connu des services d'Interpol. Quelques années plus tôt, il a été le principal suspect dans l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Le meurtre du Premier ministre suédois Olof Palme. Ce meurtre a profondément bouleversé la société suédoise. Ici, les gens ne sont pas habitués à la violence. Ils ne la voient que dans les autres villes. Ils pensaient être à l'abri de ce genre de choses, mais ce n'est pas le cas, et ils sont déstabilisés. Le meurtre a eu lieu par une froide soirée en 1986. Ce soir-là, Olof Palme et sa femme étaient sortis au cinéma et avaient donné congé à leur garde du corps. Quand ils sont sortis du cinéma, un homme les a abordés. Ils ont eu une brève conversation. Et alors qu'il s'éloignait, l'homme lui a tiré 2 balles dans le dos. Olof Palme a été touché dans la colonne vertébrale et en plein dans l'aorte. Il est mort sur le coup. À l'époque, les autorités suédoises soupçonnent un extrémiste de droite, Victor Gunnarsson, d'être impliqué dans ce meurtre. Il correspond à la description de l'assassin et des témoins l'ont entendu critiquer violemment Olof Palme et sa politique dans un bar près du cinéma. Mais aucun de ces témoins ne le reconnaît lors de la séance d'identification et il est finalement relâché. Tout le monde connaissait son nom. Et Victor Gunnarsson est devenu un véritable paria en Suède. Il n'arrivait plus à trouver de travail. Les gens le traitaient d'assassin dans la rue. Et il a compris qu'il ne pouvait plus rester en Suède. Gunnarsson se réfugie aux États-Unis et 8 ans plus tard, son cadavre se retrouve sur la table d'un médecin légiste en Caroline du Nord. Certains partisans de la théorie du complot prétendent que c'était la CIA qui avait supprimé Gunnarsson et qu'il l'avait engagé pour tuer Palme. Et que donc c'était la CIA qui l'avait liquidé à Salisbury en Caroline du Nord pour effacer toute trace de son implication. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs des 2 pays veulent à tout prix retrouver l'assassin de Gunnarsson. Il avait une réputation de grand séducteur, c'était un très bel homme. Il engageait la conversation avec tout le monde, il sympathisait facilement avec les gens qu'il rencontrait et il finissait souvent par être invité à dîner.
Parfois, Victor Gunnarsson séduisait les femmes en leur racontant qu'il était un réalisateur en vogue et qu'il allait les engager pour son prochain film. Il lui arrivait aussi de sortir une fausse carte du FBI pour leur faire croire qu'il était un agent secret en mission. Les meurtres d'Olof Palme, le Premier ministre suédois assassiné dans une rue de Stockholm en 1986, et celui de Victor Gunnarsson, professeur de langue suédoise résidant aux États-Unis, sont-ils liés? Bien qu'aucune preuve matérielle n'ait pu être établie pour incriminer le second du meurtre du premier, un doute avait subsisté. Mais d'autres pistes plus ténébreuses encore avaient été envisagées à l'époque. Palme avait-il été victime d'un complot monté par les services secrets sud-africains à cause de sa dénonciation de l'apartheid? Était-il tombé sous les balles d'un tireur à la solde du gouvernement indien suite à la signature d'un contrat d'armement lié à de scandaleuses rétrocommissions? Avait-il été la cible d'une faction d'extrême droite de la police suédoise? À moins que les services secrets américains n'aient choisi d'éliminer un dirigeant hostile à la politique menée par leur pays et qu'ils aient ensuite effacé un témoin devenu gênant. L'autopsie révèle que Gunnarsson a été abattu avec un 22 mm. Le médecin légiste parvient également à déterminer l'heure approximative du décès. Durant l'autopsie, j'ai retrouvé dans son estomac de la peau de pomme de terre, ce qui indiquait qu'il avait vraisemblablement mangé des pommes de terre peu de temps avant de mourir. La présence d'aliments non digérés dans l'estomac de Gunnarsson indique qu'il a été tué dans les 4 heures qui ont suivi son dernier repas. La dernière personne à l'avoir vu vivant est sa petite amie, Kay Whedon. Elle nous a indiqué l'heure à laquelle ils avaient mangé. Et elle nous a confirmé que Victor Gunnarsson avait bien mangé des pommes de terre. Kay Whedon affirme que Gunnarsson l'a déposé chez elle vers 23 h et qu'elle ne l'a pas revu par la suite. On s'est dit au revoir sur le pas de la porte, devant chez moi. Il m'a souhaité bonne nuit. On pense qu'il est rentré chez lui après ça parce que son véhicule était garé devant son appartement, comme d'habitude. Il n'y a aucun signe d'effraction ni aucune trace de lutte dans l'appartement de Gunnarsson. Le meurtre d'Olof Palme n'ayant toujours pas été résolu, la police suédoise suit l'enquête de très près. Il voulait savoir ce qu'on avait trouvé chez Victor, dans ses papiers, ce genre de choses. Mais on n'a rien trouvé qui le reliait de près ou de loin au meurtre. 4 jours après le meurtre de Gunnarsson, Kay Whedon est frappée par une autre tragédie. Sa mère, Catherine Miller, 77 ans, est abattue chez elle. Il n'y avait pas de signe d'effraction, donc apparemment elle connaissait son assassin. Elle l'avait laissé entrer chez elle sans se méfier et il lui avait tiré dans le dos alors qu'elle était debout dans la cuisine, en train de préparer son dîner. Comme Gunnarsson, la vieille dame a été exécutée de 2 balles dans la tête. Mais pas avec la même arme. Cette fois, il s'agit d'un calibre 38. En l'espace de quelques jours, 2 proches de Kay Whedon sont assassinés. Et Kay indique aux enquêteurs qu'elle a des raisons de croire que sa vie est également en danger. Dans les mois précédents, elle a reçu plusieurs lettres de menaces, mais aussi des appels anonymes. Une autre fois, l'homme lui réclame 2000 $, sinon il tuera son fils. Je n'avais aucune idée de qui ça pouvait être. C'est très difficile d'avoir peur et de ne pas savoir d'où vient le danger. Kay dit n'avoir aucun ennemi. La seule personne qui pourrait lui en vouloir est son ex-petite amie, Elsie Underwood, un policier à la retraite qui apparemment n'accepte pas leur séparation.
C'était ma première soirée avec mon nouveau petit ami et on était allé au restaurant. Elsie a fait irruption dans le restaurant. Il a regardé mon verre de thé glacé, il m'a regardé, il l'a pris et il me l'a renversé sur les genoux. Depuis, les choses s'étaient néanmoins calmées et Kay affirme que lorsqu'elle reçoit des appels anonymes, ce n'est pas la voix d'Underwood. Les enquêteurs veulent interroger Underwood sur cette affaire, mais celui-ci refuse. Lorsqu'il vérifie son emploi du temps la nuit du meurtre de Victor Gunnarsson, il découvre que ce soir-là, il a appelé un collègue pour lui demander d'identifier une plaque d'immatriculation. David Paul Williams, 7098. This comes back to 79 Lincoln 4-door. First name is V as in Victor. The last name is Gunnarsson. Quelques heures plus tard, Gunnarsson était assassiné. Pour les enquêteurs de la brigade criminelle, ce n'est pas une coïncidence. Kay Whedon a commencé à recevoir des lettres de menaces et des appels anonymes peu de temps après avoir rompu avec Elsie Underwood. Et quelque temps plus tard, sa mère et son nouveau petit ami sont assassinés. La police découvre qu'Underwood a divorcé 3 fois et que plusieurs femmes ont déjà porté plainte contre lui. Il était évident qu'il avait un problème avec les femmes. Il avait un passif. Il avait déjà suivi et harcelé plusieurs femmes. Il avait vandalisé leurs effets personnels quand leur relation avait commencé à se détériorer. Pour savoir si Underwood est l'auteur des lettres anonymes, la police saisit sa machine à écrire électronique et l'envoie à un expert en analyse de documents, David Dunn. Le ruban encreur pouvait très bien être dans la machine depuis des mois, peut-être des années. Mais il ne peut être utilisé qu'une seule fois, ce qui veut dire qu'il garde l'empreinte du document qui a été tapé. Le ruban de cette machine à écrire bouge de haut en bas. Les lettres sont transférées dessus en plusieurs colonnes verticales. Il y avait une succession de plusieurs colonnes de 3 lettres. En d'autres termes, les lettres tapées apparaissaient par rangées de 3. Dunn cherche à retrouver des mots ou des phrases qui étaient dans les lettres qu'a reçues Kay Whedon, et notamment une phrase qui revient souvent. « Les roses sont rouges ». J'étais en train d'examiner le ruban et tout à coup, bingo, je vois « les roses sont rouges ». Je me suis dit, je pense que je l'ai, mais comme tous les experts vous le diront, il ne suffit pas de retrouver simplement quelques mots. Dunn retrouve des phrases entières de ces lettres. Il ne fait désormais plus aucun doute qu'elles ont été tapées avec cette machine à écrire. L'expertise du ruban de la machine à écrire du suspect a permis d'établir qu'il est l'auteur des lettres de menaces adressées à Kay Whedon, son ex-maîtresse, devenue la compagne de Victor Gunnarsson. Déjà, avant l'invention des machines électriques à boules, les machines entièrement mécaniques pouvaient être distinguées les unes des autres grâce aux légers défauts que présentait la fonte de leur caractère. Ainsi, vous souvenez-vous sans doute de la célèbre affaire Seznec. En 1924, Guillaume Seznec est accusé du meurtre de Pierre Kemner, conseiller général du Finistère. L'accusation repose en partie sur une promesse de vente dactylographiée portant sur l'achat très avantageux d'une vaste propriété que possédait Kemner. La machine à écrire de Seznec est saisie et permet à l'époque d'établir sa culpabilité. Il s'avéra, bien des années plus tard, que Seznec fut vraisemblablement victime d'une machination, la machine à écrire incriminée n'ayant été découverte qu'à la 4e perquisition effectuée à son domicile par l'inspecteur Bonny, un policier ayant la détestable réputation de falsifier les preuves.
Dans notre affaire, les pièces du puzzle se sont mises en place. Underwood a envoyé des lettres de menaces à son ex-maîtresse, dactylographiées sur sa machine à écrire. Ne reste plus à prouver que dans son désir de vengeance aveugle, il est aussi l'auteur du meurtre de Gunnarsson. Et sans doute aussi de celui de Catherine Miller, la mère de Kay Whedon. Je n'aurais jamais pensé que c'était lui. Je n'en revenais pas quand la police m'a dit que c'était Elsie, l'auteur de toutes ces lettres. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent le domicile d'Underwood. Sa maison est impeccable. C'était un obsédé de la propreté, à tel point que c'en était trop. Il passait l'aspirateur dès qu'on quittait une pièce. Il vidait le cendrier dès qu'on l'avait utilisé. C'était presque trop propre chez lui. Les enquêteurs ne trouvent a priori rien de suspect, il n'y a pas d'arme à feu. Mais dans la buanderie, derrière la machine à laver, ils remarquent qu'il y a du ruban isolant noir autour de la gaine d'évacuation. Ils le font examiner au microscope et il s'avère qu'il s'agit du même type de ruban adhésif que celui retrouvé près du corps de Gunnarsson. On a comparé la largeur, l'épaisseur. On a analysé la composition du revêtement et de l'adhésif. Grâce à une technique appelée spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier, ils obtiennent encore plus d'informations. Un faisceau infrarouge traverse l'échantillon, ou si on utilise un réflecteur, il rebondit sur la surface de l'objet. Et il suffit ensuite de mesurer la fréquence du rayonnement absorbé. Les deux échantillons de ruban adhésif présentent le même spectre infrarouge. Ce qui signifie que le ruban isolant retrouvé chez Underwood est de la même marque et provient probablement du même rouleau que celui retrouvé près du corps de Gunnarsson. Cela voulait dire que les deux échantillons provenaient du même rouleau, ou qu'ils étaient de la même marque. Les enquêteurs examinent alors la voiture du suspect. Quelques jours après les meurtres de Gunnarsson et Catherine Miller, Underwood a emmené ses deux voitures dans une station de lavage. Il a bien précisé à l'employé de la station de lavage qu'il voulait que la voiture soit nettoyée de fond en comble. Il voulait qu'il passe l'aspirateur dans le coffre. Les enquêteurs remarquent des éraflures à l'intérieur du coffre. En revanche, la moquette intérieure est impeccable. L'expert utilise alors du ruban adhésif pour collecter d'éventuelles fibres résiduelles, mais sans résultat. Alors qu'il est à deux doigts de baisser les bras, il remarque quelque chose. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que je ne l'ai pas vu tout de suite? Quand j'ai vu ce cheveu, j'ai repris un morceau de ruban adhésif pour essayer de le récupérer, mais ça n'a pas marché. Il était complètement incrusté dans la moquette, à un endroit bien précis. Il extrait alors chaque cheveu un à un de la moquette. Au total, il en récupère 16. Mais il n'y a aucune racine. Il est donc impossible de procéder à une analyse de l'ADN nucléaire. Les experts décident d'utiliser une technique moins précise, l'analyse de l'ADN mitochondrial. Cet ADN, situé à l'extérieur du noyau de chaque cellule, est différent de l'ADN nucléaire, mais il est tout de même porteur d'informations génétiques. Les experts effectuent deux séries d'analyses, l'une sur les cheveux retrouvés dans le coffre et une deuxième à partir du sang de la victime. Et les résultats sont sans appel. Les cheveux présentaient la même séquence d'ADN mitochondrial que l'échantillon de sang prélevé sur Victor Gunnarsson. Ce qui voulait dire que ces cheveux pouvaient être les siens. Gunnarsson s'est donc trouvé à un moment donné dans le coffre de la voiture d'Underwood. Ce n'était pas vraiment une surprise. On s'attendait vraiment à avoir cette information. Pour moi, ce jour-là, ça a vraiment été le meilleur moment de toute l'enquête. L'identification génétique procède par analyse de l'ADN nucléaire enroulé dans le noyau de nos cellules. Mais les mitochondries contiennent également de l'ADN. Hérité uniquement de la mère, l'ADN mitochondrial est présent à plusieurs dizaines de copies dans la cellule. Il peut donc parler
même sur des échantillons anciens ou dégradés. Et c'est en utilisant cette technique que des biologistes viennent très récemment de décrypter le génome d'Ötzi, l'homme conservé dans les glaces du Tyrol italien pendant 5300 ans. En comparant l'ADN d'Ötzi avec 1300 Européens actuels, les chercheurs ont trouvé que les populations qui lui sont les plus proches génétiquement vivent aujourd'hui en Corse et en Sardaigne. Dans notre affaire, les experts sont parvenus à établir que les cheveux dénués de racines retrouvés dans le coffre de la voiture d'Underwood possédaient la même signature ADN que celle du cadavre de Gunnarsson. Cette preuve médico-légale constituait jusqu'à présent le chaînon manquant pour clore l'enquête. Elsie Underwood est arrêté et inculpé de meurtre. Il continue pourtant de clamer son innocence. Le procureur a la preuve qu'il est l'auteur des lettres de menaces envoyées à Kay Whedon. On a également retrouvé chez lui le ruban adhésif qui a servi à bâillonner Gunnarsson. Sans compter qu'on a retrouvé des cheveux de la victime dans son coffre. D'après le procureur, le mobile du meurtre n'est pas la vengeance, mais la jalousie. Malgré leur rupture, Underwood était prêt à tout pour récupérer Kay Whedon. Il a donc tout fait pour détruire sa vie et la rendre vulnérable. Comme la plupart des gens, Kay Whedon était très proche de sa mère. Avec le décès de Cathy Miller et de Victor Gunnarsson, il ne lui restait plus que Elsie Underwood. Underwood a tapé les lettres de menace sur la machine à écrire de son travail et a fait appeler quelqu'un d'autre pour la menacer par téléphone, mais il n'a pas réussi à l'intimider. Apparemment, Underwood espionnait Kay. Un soir, il aperçoit une voiture qu'il ne connaît pas devant chez elle. Il demande alors à un collègue de l'identifier. Il a désormais toutes les informations dont il a besoin. Il se rend chez Gunnarsson et le menace d'une arme. Il le fait entrer de force dans le coffre de sa voiture et l'emmène dans un endroit désert, à 150 km de là. Il l'entraîne dans les bois. Là, il lui ordonne de se déshabiller et l'abat froidement. Il tente d'effacer toute trace de son passage, mais en partant, il fait tomber un morceau de ruban adhésif par terre. Il fait nettoyer sa voiture, mais il reste 16 cheveux de la victime dans son coffre. Victor Gunnarsson n'a vraiment pas eu de chance. Il ne connaissait Kay Whedon que depuis 2 ou 3 semaines quand il a été tué. Il n'avait jamais entendu parler de Elsie Underwood. Le procureur pense qu'Underwood s'est rendu quelques jours plus tard chez la mère de Kay pour l'assassiner. Plusieurs témoins ont confirmé que M. Underwood possédait un Colt calibre 38, un revolver à canon très court. Il l'avait prêté à un de ses amis. Et le soir du meurtre de Catherine Miller, Elsie Underwood est allée chez cet ami pour récupérer ce revolver. Nous pensons qu'il s'agit du 38 mm qui avait été utilisé pour tuer Catherine Miller. Mais les deux armes ne seront jamais retrouvées. Underwood est reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine.
Il avait pris soin de ne laisser aucune trace. Sans les sciences médico-légales, on n'aurait probablement jamais pu prouver sa culpabilité. Sans les sciences médico-légales et l'analyse de l'ADN mitochondrial, je pense qu'il ne se serait jamais fait prendre et qu'il serait passé à travers les mailles du filet. Ainsi se termine cette affaire. Elle a mobilisé durant plusieurs semaines policiers et agents secrets suédois et américains. Gunnarsson n'était pas impliqué dans le meurtre du Premier ministre suédois, pas plus qu'il ne l'était dans un obscur complot international. Une question se pose néanmoins. Comment Underwood, un ex-policier habitué pourtant à traiter des affaires criminelles, a-t-il pu commettre d'aussi nombreuses erreurs? La réponse est rassurante. Parce que même pour un enquêteur professionnel, il est presque impossible d'effacer indices et preuves matérielles. Impossible de nettoyer parfaitement une scène de crime. Impossible de déjouer à 100% les expertises scientifiques. Je me souviens qu'un fait divers avait fait grand bruit il y a quelques années à Hollywood. La femme d'un célèbre acteur spécialisé dans les séries policières télévisées avait été abattue d'une balle dans la tête à la sortie d'un restaurant. Se trouvant à ses côtés, son mari avait été capable de dresser un portrait robot de l'assassin. Après 15 jours d'enquête, l'acteur fut arrêté. Face aux preuves médico-légales qui l'accusaient du meurtre de son épouse, il avait eu cette réflexion mémorable: j'ai joué dans une 40aine de téléfilms. J'ai eu ainsi l'occasion d'étudier de près toutes les astuces qu'utilisent les criminels pour déjouer la police. J'avais sélectionné les meilleures d'entre elles pour tuer ma femme. Et j'étais sûr de ne pas me faire prendre.